Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Je vais vous parler de mon projet de recherche qui porte sur la séquestration de carbone atmosphérique dans la biomasse racinaire des plantations de sol pour créer de la biomasse pour utiliser pour la bioénergie. C'est un projet qui a été fait sous la supervision de François Courchaine et Nicolas Bélanger de la TELUC. Bon, commence bien. OK. Donc, je vais commencer par un petit retour sur le cycle du carbone. C'est un cycle qui comporte des puits et des sources. Les puits notables dans son cycle sont les océans avec la formation de carbone organique puis la diffusion de carbonate, puis la formation de biomasse à travers les plantes. Donc, il y a du carbone atmosphérique qui est absorbé par la plante par la photosynthèse, puis qui est constitué sous forme de biomasse, puis ensuite qui est transféré vers le sol sous forme de matière organique. Puis cette matière organique-là, donc, qui est transférée à travers la litière aérienne et souterraine. La litière aérienne et souterraine sont décomposées de façon différente dans le sol. Donc, la litière aérienne va être plus rapidement décomposée puisqu'elle est en contact avec l'atmosphère et les décomposeurs du sol. Et donc, la matière organique qui va être le plus immobilisée vers le sol, ça va être la matière organique de la biomasse racinaire plutôt que la biomasse aérienne. Donc, c'est une biomasse qui nous intéresse beaucoup parce que dans le fond, la quantité de carbone qui est séquestrée va influencer la quantité de carbone atmosphérique, puis la quantité de carbone atmosphérique influence les changements climatiques. Donc, c'est ça. Puis, différents types d'utilisation du sol vont avoir une influence sur le potentiel de séquestration des sols. Donc, des utilisations agricoles vont avoir un moins bon potentiel de séquestration de carbone puisque, à cause des labours, la matière organique du sol est mise en contact avec l'atmosphère et les décomposeurs, donc va être plus décomposée. Versus des utilisations agroforestières, par exemple, qui vont pas utiliser de labour. Donc, c'est l'agroforesterie, dans le fond, c'est l'utilisation de plantes qui vont être des plantes arbustées qui vont être utilisées, puis il va être récolté puis granulé pour faire de la biomasse pour de l'énergie. Par exemple, vous avez ici une plantation de saule qui a 4 ans. Vous voyez que ça devient beaucoup de biomasse pour une petite période. Et puis, la biomasse de saule, c'est une biomasse qui est rustique, donc qui va avoir une bonne résistance aux conditions du milieu, qui est également qui a une méthode agriculturale simple, c'est le recépage. On coupe à la base les plantes, on les récolte, puis l'année suivante, à partir des souches, il va y avoir des rejets de souches, des plantes qui vont repousser. Donc, on n'a pas besoin de replanter, pas besoin de labourer. Et puis, c'est une plante qui a une extrêmement grande croissance. Ça va croître très rapidement selon Labrec et Teodorescu, qui ont fait plusieurs études sur le sujet. En particulier, cette espèce-là qui s'appelle le Salix miabeana, qui est une variété exotique. Et puis, on a récolté donc ça fait des souches à peu près de ce look-là, des grosses souches de racines. Et puis, donc, dans le cadre de ce projet-là, on a 2 objectifs spécifiques. C'est de quantifier la séquestration du carbone dans la biomasse racinaire ligneuse et fine, qui est produite annuellement par unité de surface par le sol en culture intensive en courte rotation. Ça, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que la biomasse racinaire qui va être produite, il faut quantifier la biomasse racinaire produite annuellement. Ensuite, le deuxième objectif, c'est de déterminer l'influence des conditions pédologiques et climatiques sur la variation de production racinaire et la séquestration du carbone sur les sites. Fait qu'on veut savoir quelles conditions environnementales vont créer une meilleure production. Donc, pour arriver à ça, on a procédé à 2 types d'échantillonnage. Le premier, c'est l'échantillonnage de la biomasse racinaire ligneuse. Pour ce faire, on a excavé des souches entières, comme je vous ai montré dans la première slide. Puis on a utilisé 8 sites au travers du Québec méridional qui varient de Abitibi jusqu'à Huntingdon, qui est au sud, hein, donc un gradient nord-sud, puis un gradient est-ouest avec Saint-Jean-Port-Joli qui est plutôt à l'est. Donc on a... excusez-moi, c'est peut-être pas mal évident. Est-ce qu'on est de retour? Ok, ouais. Excusez-moi, je vais reprendre. Donc, on a excavé sur chacun de ces sites-là 6 souches qui étaient contiguës. Puis, chacune de ces souches-là a été séparée. Pour les racines, ont été séparées en classes diamétrales. Donc, il y a eu 4 classes diamétrales qui ont été créées de moins de 0,5 mm, de 0,5 à 1, 1 à 2 et 2 et plus, pour pouvoir bien établir
appelait la variabilité du carbone contenu dans ces racines-là, puisque c'est la biomasse qu'on mesurait, et le carbone était déduit à partir de la quantité. Donc, on avait aussi un échantillonnage qui a été effectué sur la biomasse racinaire fine, parce que dans le fond, le premier échantillonnage n'a pas pu tenir en compte de toutes les racines fines, puisque par l'excavation, on en perdait beaucoup. On a utilisé on a utilisé des dispositifs de ce type-là, ça s'appelle un in-growth core, c'est une espèce de cylindre métallique en filet qui a été entré dans le sol, puis on a rempli avec du sol indigène qui provenait du site, ce qui était exempt de racines et de roches, puis on a attendu une année de croissance pour voir combien de racines poussaient pendant cette année-là dans une unité de sol. Donc ça nous permet de savoir combien de racines fines poussent dans l'espace de la plantation. Donc, on a utilisé 5 de ces plantations-là pour couvrir le plus grand gradient au travers du Québec possible. Donc, on a nord-sud, est-ouest aussi encore qui est assez bien couvert. Puis, sur chacun des sites, on a utilisé 3 placettes qui permettaient de bien couvrir la variabilité intra-site, c'est-à-dire de pouvoir savoir un peu comment se répartit la biomasse racinaire fine au sein du site. Puis, 3 distances. Pour pouvoir bien voir la variabilité à l'intérieur d'un même rang de plants. Donc, au total, on avait bien couvert la variabilité. Ça nous a apporté des données de productivité racinaire ligneuse et fine qui nous ont été utiles pour pouvoir estimer les productivités. Donc, la quantité de biomasse totale, la quantité de carbone totale et d'azote, le nombre de racines ligneuses et la longueur racinaire moyenne. Tout ça, c'est des données qui ont été extraites de la productivité racinaire ligneuse. Puis, il y a eu des données aussi de productivité racinaire fine, la biomasse et la quantité de carbone et d'azote totale. Ce qui nous amène au premier résultat, on a quantifié la productivité sur les sites, puis on voit qu'il y a un gradient qui s'est créé à partir du nord jusqu'au sud en productivité. Donc, il y a plus de productivité au sud, moins au nord, c'est un peu intuitif. La biomasse varie de 0,75 à 1,75 mégagrammes de carbone mégagrammes de biomasse par hectare par an. Puis le carbone est très dépendant, comme vous pouvez voir, et il est à peu près à 50%, il est à 48% plutôt. Puis c'est semblable à ce qu'on observe dans la littérature. Ritter et Hall ont observé 0,4 à 0,5 mégagrammes de carbone par hectare, ce qui ressemble à nos valeurs. Et puis Zahn et Hall en 2001 ont observé 0,9 à 0,97 mégagrammes de carbone par hectare. Donc ça ressemble à nos données, on est pas mal dedans. Fait qu'avec ces données-là, on a obtenu des stocks et des flux de carbone dans le sol. Donc le stock de carbone, c'était voilà. Ça, je vais utiliser les données moyennes à travers les sites. Le stock moyen des sites, c'était 82,3 mégagrammes de carbone qui est contenu dans le sol. Et puis, il y a un flux de carbone qui est apporté par les racines ligneuses comme qu'on a eu dans le tableau précédent, qui est à peu près de 0,71 en moyenne. Et donc, ça fait un taux de remplissage du carbone d'à peu près 0,86. C'est-à-dire qu'il y a 0,86% du carbone initial qui est restauré à chaque année. Et puis, ça prendrait 116 ans pour renouveler complètement le stock de carbone. La productivité racinaire ligneuse, donc, a des facteurs qui les facteurs environnementaux qui l'influencent, les variables pédologiques sont séparées, il y a des variables chimiques, physiques, puis du sol, donc la densité c'est physique, pH, etc. c'est chimique. Et puis il y a des variables aussi climatiques, par exemple la température puis la précipitation, qui sont séparées selon les saisons ou à l'année entière. Donc, les facteurs qui ont influencé, qui ont été choisis par l'analyse. Donc, je vais vous expliquer comment comprendre cette analyse-là, la RDA, l'analyse canonique de redondance. Vous avez les segments ici qui sont pointillés, qui représentent les variables qu'on tente d'expliquer. Donc, il y a la biomasse, la longueur racinaire, puis le nombre de segments racinaires. Puis, vous avez les segments pleins, qui sont les variables qui les expliquent, qui ont été choisies par l'analyse. Il y en a 3. Il y a la précipitation de l'été, la précipitation annuelle, puis la température de la saison de croissance. Puis comment la lire, c'est que plus l'angle est proche de 180 ou de 0 degré, plus il y a une forte corrélation entre les variables. Puis plus l'angle est à 90 degrés de la variable, moins ça veut dire qu'il n'y a aucune corrélation. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une corrélation négative forte entre la biomasse et la précipitation de l'été. C'est-à-dire que moins il pleut pendant l'été, plus il va y avoir production de biomasse racinaire fine.
C'est le contraire de ce qu'on observe sur la biomasse aérienne, finalement, parce que la biomasse aérienne, plus il y a de biomasse, plus il y a de pluie, plus il y a d'eau, plus la biomasse aérienne va pouvoir se développer, alors que dans les racines, c'est le contraire, parce qu'il y a un mécanisme naturel de prospection du sol par les racines pour aller chercher l'eau en conditions sèches. La température de la saison de croissance, elle est liée avec le nombre de segments racinaires, c'est-à-dire que plus il fait froid pendant la saison de croissance, plus la souche va produire beaucoup de segments racinaires pour aller puiser l'eau. Ce qui est, c'est dans le fond, ça a un effet sur l'architecture de la souche. La température moyenne de la saison de croissance représente 33% de la variance de cette analyse-là, puis les précipitations représentent 39%, ce qui équivaut au total à 71,6% d'explication des trois variables qu'on tentait d'expliquer par ces trois variables-là qui ont été choisies. C'est une bonne explication. Donc pour la productivité racinaire fine, alors là on a quantifié cette fois-ci sur 5 sites qui couvraient quand même bien le gradient. Ça varie de 1,2 à 2,4 MG de biomasse par hectare par an ou 0,5 à 1 MG de carbone par hectare par an. Et puis ça c'est fidèle à ce qu'on observe dans la littérature. Et puis ça suit le même gradient que dans la biomasse racinaire ligneuse. Donc c'est cohérent avec la biomasse racinaire ligneuse. Ça nous a permis d'estimer le taux de renouvellement des racines fines à chaque année. En fait, vous avez les flux, ça c'est ce qu'on a observé dans le tableau précédent, puis les études de Stadnick et Ruess nous ont permis d'estimer le taux de renouvellement à 90% à 110%, c'est-à-dire que pour une biomasse trouvée à la fin de la saison de croissance de 0,72 MG par hectare par an, ben, ça veut dire qu'il y aurait eu 0,65 à 0,79 mégagrammes de carbone qui aurait été décomposé dans l'année. Ça veut dire la quantité qui a été intégrée dans l'année pour une quantité totale observée de ça. Donc ça, c'est une information intéressante si on essaie de faire un bilan du carbone qui est intégré au sol. Donc, encore une fois, une RDA ici, je ne vous expliquerai pas encore une fois comment on la lit, mais vous vous rappelez que quand il y a un angle de 0 degré, c'est que c'est une forte corrélation. Alors, vous voyez que la biomasse est fortement corrélée avec le phosphore, puis la biomasse et le carbone est très, très fortement lié au phosphore du sol. Il y a également un lien avec le contenu volumétrique en eau du sol, c'est-à-dire, dans le fond, le contenu en eau du sol. Et puis ça, c'est très intuitif, puis ça suit la même relation que dans la biomasse ligneuse, c'est-à-dire que moins il y a d'eau dans le sol, plus il va y avoir production de biomasse sous forme d'azote, donc de biomasse. Ces trois facteurs-là suivent pas mal la même tendance, là. Et puis, donc le phosphore, plus il y a de phosphore dans le sol, plus la biomasse racinaire va aller prospecter, va aller la chercher. Donc ça, cette fois-ci, c'est une relation positive, ça prend beaucoup de phosphore dans le sol. Donc les facteurs pédologiques ont une influence beaucoup plus forte cette fois-ci versus les facteurs climatiques. Donc pour la biomasse racinaire fine qui a comme utilité d'aller puiser les nutriments du sol, eh bien les nutriments du sol ont une influence beaucoup plus grande. Donc 36,5% des nutriments du sol sont expliqués par le phosphore, le pH, l'azote du sol. Et puis, il y a également une influence climatique qui est toujours présente de 37,5%. Donc, c'est beaucoup plus égal entre les facteurs climatiques et pédologiques que pour la biomasse racinaire ligneuse. Donc, toute cette analyse-là représente environ 74% de la variance des trois variables qu'on observe ici. Ce qui est une bonne explication de la variance en conditions de terrain. Donc, en conclusion, pour la productivité, on a vu que la productivité racinaire varie significativement d'un site à l'autre, que ce soit de la racinaire ligneuse ou fine. Puis les deux suivent la même tendance au travers des sites. Suivent les mêmes sites qui sont productifs en racine fine et en racine ligneuse. Dans l'avenir proche, on aimerait établir des liens avec la productivité racinaire, entre la productivité racinaire et la productivité aérienne. Et puis, il y a, pour ce qui est de l'objectif 2, qui était de quantifier, de voir quel lien il y a entre la productivité et les facteurs environnementaux. Puis on observe que la biomasse racinaire ligneuse est principalement influencée par les conditions climatiques. Bon, ça, c'est ça, dans le fond, c'est la précipitation. Plus il y a d'eau dans le site, moins les racines ont besoin d'être produites pour aller chercher l'eau. Et puis la biomasse racinaire fine, elle est davantage influencée par les conditions pédologiques que la biomasse racinaire ligneuse.
mais aussi les conditions climatiques ont une influence. Les facteurs qui sont limitants, c'est les nutriments et l'eau, dans les deux cas. Et puis, c'est ça. Donc, ce qu'on remarque, c'est vraiment que la précipitation, c'est ce qui est le plus gros contrôle sur la productivité racinaire. Donc, je vous remercie beaucoup. Je pense que c'est terminé. Ah, voilà. Merci pour votre attention. L'enfant, on a beaucoup de temps pour les questions. On est vraiment à l'avance dans notre horaire, donc lâchez. Soyez pas gênés. Oui, vas-y, fais-le. Oui, c'est ça. Tu peux me rappeler pourquoi les axes étaient barrés en bas dans tes... Ah oui, excusez-moi. Il y a des choses que j'ai comme omis volontairement, juste parce que j'avais pas assez de temps. Je suis arrivé à 15 minutes pas mal de flush. Il y a des axes qui sont barrés ici, tout simplement parce que c'est des axes qui sont non significatifs. Vous voyez, les significations sont indiquées à côté. Pour qu'un axe soit considéré significatif, il faut que la probabilité P soit en dessous de 0.05. Et puis là, ben, on dépasse la probabilité. Donc ces axes-là ne sont pas significatifs, mais ça fait quand même 72% significatif de signification. Ça sonne bizarre. Mais voilà. Alors, quand je dis qu'il y a 74% de la variance qui est significative, ben c'est vrai. Mais dans cette variance-là, celle-là qu'on peut vraiment se fier, c'est l'axe 1, c'est-à-dire tout ce qui se passe sur cet axe-ci central. Après ça, la hauteur des vecteurs est plus ou moins importante, mais la longueur va l'être beaucoup. Fait qu'on voit que ces deux axes-là qui sont les plus longs, si on se réfère à l'axe 1, eh bien, c'est les variables qui ont le plus de puissance statistique. Ici, le phosphore, le pH est important, mais pas autant. Puis l'azote, beaucoup moins sur l'axe 1. Donc voilà. Ça veut dire que ce qui est vraiment important, c'est ces deux variables-là, le contenu en eau puis le pH, le phosphore. Une question? Oui. Est-ce que tu penses que dans un contexte de changement climatique, où est-ce qu'on va avoir augmentation des températures, augmentation des précipitations, on va augmenter la quantité de carbone qui peut être séquestrée dans ces... ben, en fait, c'est ça. Je pense que c'est dans le sens opposé de ce que moi j'ai fait. Parce que dans le fond, moi, je regardais qu'est-ce qu'on pouvait planter pour absorber du carbone puis essayer de mitiguer les changements climatiques. Mais dans un contexte de changement climatique où il y aurait plus de précipitations à certains endroits, peut-être moins de précipitations à certains autres endroits, ben, la biomasse racinaire va peut-être pas croître également. C'est ça, c'est parce que ça dépend. Tu sais, la productivité aérienne va être peut-être favorisée par plus de précipitations versus la productivité souterraine qui va peut-être juste pas bénéficier tant que ça de plus de précipitations dans certains endroits. Mais la chaleur, par contre, on voit qu'il y a comme une certaine... Je ne sais pas si je peux revenir à ça. On voit qu'il y a un gradient entre les sites du sud. Ben ça, c'est pas vraiment un site du sud, mais ça, c'est particulier. C'est un site qui avait... je peux peut-être me référer plus à l'autre graphique, finalement. Parce que c'est un site d'exception, Saint-Jean-Port-Joli. Mais il y a quand même un gradient ici, nord-sud, intéressant. Puis je pense que ça va être, si on augmente les températures, évidemment, la saison de croissance a une influence extrêmement forte sur la productivité de la biomasse en général. Donc, plus de productivité, plus de séquestration dans la biomasse racinaire comme dans la biomasse aérienne. Oui? Donc c'est Salix meabiana? Meabiana, oui. C'est une espèce qui vient du Japon. C'est un des cultivars qui avait été testé pour le projet Génome Québec, qui a testé plusieurs génomes d'espèces de saules pour pouvoir connaître les productivités du enfant. Ok, mais du coup, il y a quand même pas plutôt un aspect logique à ce qui pousse dans son aire bioclimatique, on va dire. C'est-à-dire, si on le plante en Abitibi, peut-être que s'il est habitué au Japon, ce génome-là, ou ce phénotype-là, c'est plutôt logique qu'il pousse moins bien en Abitibi que ouais. Montréal. Il y avait eu plusieurs autres espèces de salix qui ont été testées dans tous les sites. Puis le salix meabiana, c'était vraiment celui qui résistait le mieux. Il y a une plus grande rusticité, il résiste bien aux conditions climatiques du Québec, même les plus fraîches. En Abitibi, les résultats ne sont pas si
surprenant que ça parce qu'il y a un substrat très argileux qui permet mal la pénétration des racines. Parce qu'on est dans la ceinture d'argile de la Tibi, donc c'est certain que le contenu du sol influence aussi. C'est pas uniquement le gradient climatique, mais effectivement, peut-être une espèce de sol qui est plus habitué aux conditions fraîches aurait une meilleure performance là-bas. Et celui-là, est-ce que ça a été considéré le risque d'invasion Je sais pas si ça. Je me suis posé la question souvent pendant le projet à cause de, comme justement l'éthique de ça, là, de planter une monoculture. Mais je pense que c'est des espèces qui se reproduisent seulement par reproduction asexuée, par le bouturage. Et donc, il y a peu de propagation, si je ne me trompe pas. Je sais qu'il y en a certaines espèces qu'on avait dans notre design expérimental qui avaient tous les types d'espèces, qui étaient qui formaient des chatons de sol, tout ça, puis qui avaient plus de propagation, je pense. Mais ceux-là, en tout cas dans le nombre de rotations qu'on utilisait, maximum 18 ans d'âge, les souches, il n'y avait pas de propagation. Aucune que j'ai pu voir. Peut-être vous plantez que des femelles ou que des mâles, je ne sais pas. Peut-être aussi, c'est un clone. Effectivement, ça se peut que ce soit seulement des mâles ou des femelles qui ont été sélectionnés. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que c'est une espèce qui pousse avec une saturation en eau dans le sol qui est élevée? Tous les sols ont besoin de beaucoup d'eau pour survivre. Vraiment, là, c'est une espèce qui boit énormément. Puis dans le contexte, j'imagine que si on avait choisi une espèce qui avait peut-être une moins bonne, une moins intense, un moins bon besoin d'eau, un moins élevé besoin d'eau, je sais pas. Ok, excusez-moi pour la sentence. Mais dans le fond, l'espèce est la plus productive parmi celles-là qu'on a testées. Peut-être que je sais qu'il y a des peupliers qui sont utilisés comme pour des cultures intensives en courte rotation aussi. Je ne sais pas si leurs besoins en eau sont aussi élevés. Peut-être que ça aurait fait changer les résultats de l'expérience, mais en fait, on faisait l'expérience seulement pour tester ce type de culture-là.